Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Objectif. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un métier pas comme les autres, un des métiers qui suscite peut-être le plus de fantasmes, celui de détective privé. Mais en France, la réalité est bien différente et surtout très encadrée. Loin des clichés, on vous emmène aujourd'hui au cœur de cette activité assez discrète au travers d'un exercice fictif. Et bonjour Eric. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors vous nous avez donné rendez-vous sur le parvis de la gare. Qu'est-ce qu'on va faire? On est mandaté par une entreprise française dont je ne peux évidemment pas dire le nom, qui a son siège social à Paris et qui suspecte un de ses salariés de voler des documents confidentiels et potentiellement de les remettre à une entreprise concurrente. Et donc voilà, on pense qu'elle a pris le train depuis Paris. Et après, notre objectif, c'est de la suivre à travers Nice. On ne sait pas si elle va prendre les transports en commun, un taxi ou autre. Et on va essayer de voir ce qu'elle fait de sa journée et si effectivement elle fait quelque chose d'illégal. Comment on se prépare à une filature? Il y a un travail, j'imagine, réalisé en amont, forcément. Oui, il y a une préparation qui est en gros l'étude du terrain, les sorties possibles, ensuite les itinéraires que pourrait prendre la personne. Là, malheureusement, on n'a aucune idée de l'endroit où elle va se rendre. Donc en fait, il y a beaucoup d'improvisation et c'est pour ça que sur certaines situations, dont celle d'aujourd'hui, on est plusieurs sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met en place? On va se mettre en place et puis ensuite, il y a une partie attente et puis on va espérer d'identifier correctement la personne parce que ça aussi, ça fait partie du job. C'est arriver à repérer la personne à partir des éléments qu'on a, donc en l'occurrence une photo. Et donc mon confrère est pas trop loin, je le vois d'ici. Lui, il est sur son scooter. Moi aussi, je serai en deux roues parce que c'est quand même beaucoup plus simple en ville de faire des filatures. Oui, ça facilite le suivi, on peut se faufiler. Exactement, voilà. On se synchronise. Dès que moi, j'identifie la sortie de la cible, dans notre jargon, je vais l'informer des caractéristiques physiques de cette personne et ensuite du type de moyen de locomotion qu'elle va utiliser. Vous êtes tout le temps à deux ou bien ça vous arrive d'être tout seul dans ce Non, type de... ça arrive la plupart du temps d'être seul pour des raisons essentiellement budgétaires, parce que c'est vrai que deux agents, ça implique déjà de trouver quelqu'un d'autre qui a les agréments qui sera disponible, et puis ça implique aussi pour le client des coûts supplémentaires. Normalement, j'ai le train là, qui est prévu, qui devrait être en train d'arriver, donc on n'est pas loin de la sortie. Eric, typiquement, vous ne savez pas du tout où va se diriger la cible. Ah non, c'est l'impro total, on ne sait pas où il va, on ne sait pas s'il va marcher dans les rues, prendre un bus ou autre, donc on reste vraiment focalisé et c'est vrai que généralement une sortie comme ça peut se passer. Voilà, j'ai l'identification de la cible, mais il consulte son téléphone, là il a une pochette blanche. Il est identifié. Il faut maintenir une distance quand même, j'imagine. Faut rester le plus loin possible du véhicule, le laisser prendre de l'avance quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, après, il faut généralement s'avancer le plus possible ou essayer de trouver des véhicules tampons. C'est quand même plus simple quand les personnes là qu'on suit sont dans des taxis, des VTC, elles sont à l'arrière et voilà, elles regardent pas dans les rétroviseurs, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable que des personnes qui sont effectivement au volant en train de conduire et qui regardent davantage, qui font leur contrôle. Quand il n'y a plus de feu, c'est pas problématique, mais c'est vrai que la promenade des Anglais avec tous ces feux-là, ça peut être très risqué au niveau de perte de filature. Donc ici, a priori, c'est installer une terrasse de café. Là, on est place du Palais de Justice. Donc là, mon collègue l'a en visuel. Et donc on va essayer de pouvoir voir ce qui se passe maintenant. Il y a possiblement une rencontre qui va avoir lieu. Donc on va essayer de se positionner pour observer au mieux la situation. Je vais sans doute demander à mon collègue de s'installer en terrasse à proximité pour entendre ce qui va potentiellement se raconter. Et moi je vais essayer de trouver une position où je vais pouvoir prendre des photos de cette rencontre à venir.
apparemment un deuxième individu là, qui est venu à la rencontre de notre cible. Ils se sont installés en terrasse et là on a une discussion là, qui a eu lieu depuis quelques secondes. Et ouais, on a un échange de documents, on a des pochettes blanches là, qui est sortie. Ouais. De toute manière, là j'ai mon confrère là, Stéphane qui est à proximité, donc qui entend ce qui se dit, qui pourra me rapporter un petit peu la teneur de l'échange. Et donc on a bien une remise de documents, un individu qu'on ne connaît pas, en tout cas que notre client nous a pas donné la description, et on a une poignée de main là. Voilà. Dans des situations comme celle-ci, on essaye d'utiliser le mobilier urbain pour pas être vu. On se cache, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop ostensible. Donc voilà, c'est toute la complexité, c'est de ne pas donner l'impression qu'on est un agent secret, qu'on est juste là dans la rue en train de tripoter son téléphone, mais voilà, sans être en train de filmer ou quoi. Donc on a toute une posture qui est relativement neutre. C'est ça la plus grosse difficulté, c'est de rester discret. C'est de ne pas être vu et de ne pas avoir des passants qui, comme ça, vont se poser des questions, commencer à nous tourner autour. Donc voilà, faut pas montrer qu'on est en train de filmer. C'est vrai que si les gens remarquent qu'on filme quelqu'un, ils se demandent pourquoi ils filment, etc. Et là, typiquement, donc, on a vu un échange de documents. Est-ce que ça suffit à prouver quoi que ce soit, ou il va falloir davantage ensuite creuser sur... Le problème, c'est que là, nous, notre client, on va lui montrer les images, mais il ne va pas forcément savoir, ou alors à moins qu'il ait d'autres indications. Il va seulement se dire, ok, mon salarié que je suspectais de venir à Nice aujourd'hui pour remettre des documents l'a bien fait. Maintenant, qui est cette personne à qui il a remis des documents? Peut-être qu'il a l'info, peut-être qu'il n'a pas. Peut-être qu'il va nous demander de poursuivre les investigations pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors Eric, vous êtes détective privé depuis 3 ans. Comment est-ce qu'on devient détective? Oui, depuis un peu plus de 3 ans et demi bientôt. Détective, on peut le devenir par 2 voies, même 3. On a 2 écoles privées en France qui forment à ce métier. Donc c'est une formation qui est extrêmement exigeante, avec un volume horaire vraiment conséquent. C'est au minimum 1 an de formation. Donc 2 écoles, une à Paris, une à Montpellier, et 2 formations universitaires à l'université de Paris 2, Panthéon-Assas, et à l'université de Nîmes. Donc licence professionnelle ou certification professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger vers ce métier qui est quand même assez particulier? C'est un métier particulier, c'est un métier qui est très fantasmé par le grand public, parce qu'on s'imagine effectivement l'aspect opérationnel du terrain, de la filature. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'accompagnement de personnes qui pensent avoir été victimes d'un préjudice ou d'un fait X ou Y. Donc je dirais l'accompagnement des personnes qui nous contactent est important. Il y a un aspect juridique qui est très fort aussi, puisqu'on est une profession qui est maintenant drastiquement réglementée et contrôlée depuis une vingtaine d'années. On dépend d'un organisme qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc en gros, n'importe qui ne peut pas devenir détective privé. Il faut des agréments, il faut être formé, ou alors il faut être un ancien de la fonction publique en police et gendarmerie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens policiers, d'anciens gendarmes qui choisissent cette voie à la retraite par exemple. Vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement là-dedans? Ce qui est intéressant, c'est, on va dire, la diversité des sujets qui nous sont proposés par nos clients, puisqu'on va avoir aussi bien des particuliers pour des affaires familiales, des affaires de séparation, de garde d'enfants, des successions compliquées aussi parfois, ou même des problèmes immobiliers, et puis des problématiques d'entreprise, telles que celles qui nous intéressent aujourd'hui. Donc on a une diversité de sujets qui rend le métier parfaitement passionnant. Et puis après, on va dire qu'on a un aspect enquête de terrain, enquête administrative. C'est vraiment une très très grande richesse en termes d'approche métier. Alors dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'on a une image peut-être tronquée du métier de détective privé. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux dans cette image qu'on a du détective qui est sur le terrain, qui fait des courses-poursuites avec sa loupe sinon et son chapeau? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux? Ce qui est juste, c'est que encore aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous contactent pour des affaires d'adultère,
L'adultère, c'est plus pénalisé depuis la fin des années 70, mais par contre, c'est encore une faute civile. C'est-à-dire que le code civil précise bien quand on se marie à la mairie qu'on n'est pas censé avoir une relation hors mariage, puisque les époux se doivent respectivement fidélité, respect, secours, assistance. Donc on a encore le divorce pour faute qui peut être prononcé au tort exclusif d'un des époux. Donc ça, c'est encore un sujet important et c'est dans l'imaginaire collectif. Après, dans l'imaginaire collectif, on se dit cascade, on se dit peut-être parfois même port d'armes. Ça, c'est totalement faux. On est des citoyens, je dirais, comme tout le monde. On n'a aucune prérogative de fonction publique, on n'a pas de port d'armes, on n'a aucun passe-droit quand on fait des filatures comme on l'a vu aujourd'hui sur la voie publique. Donc on est censé respecter le code de la route et on va dire les usages de tout un chacun. Parce que vous le disiez, c'est très encadré. Est-ce qu'il y a un code de déontologie aussi dans le métier de détective privé ? Oui, absolument. Le code de déontologie est inscrit dans la loi, plus précisément dans le code de sécurité intérieure, qui est en gros notre bible juridique, en gros, qui définit notre profession à l'un des articles de ce code de sécurité intérieure, mais qui définit aussi tous les métiers de la sécurité privée. C'est-à-dire que les détectives privés sont rattachés à la branche de la sécurité privée et donc on dépend de cet organisme public qui s'appelle le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui nous délivre les agréments, qui contrôle et qui conseille la profession. Est-ce qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser ? Bien sûr, les lignes rouges, ça va être les demandes illégales. C'est-à-dire que bien souvent, on a des clients qui vont nous demander de poser des balises de géolocalisation. Ça, on a un article du code pénal qui nous précise que c'est strictement interdit de procéder à la géolocalisation de quelqu'un sans son consentement. Donc à partir du moment où la personne est informée, et on a d'ailleurs eu récemment une affaire dans les médias de parents qui ont mis des montres connectées sur leurs enfants, certains établissements qui refusent cela et on a les plus hautes juridictions qui ont confirmé que c'était possible. Les mineurs ont le droit, eu égard à l'autorité parentale, d'être contrôlés par leurs parents. Et c'est vrai que parfois même, on a des parents qui nous demandent de faire des surveillances de leurs enfants parce qu'ils suspectent que les enfants se livrent à des trafics divers ou ont des mauvaises fréquentations. Et c'est de leur responsabilité. Vous avez le droit aussi de refuser certaines demandes de certains clients ? C'est notre obligation, absolument. On a une obligation de conseil dans notre code de déontologie. Et donc cette obligation de conseil nous oblige finalement à informer le client que certaines de ces démarches sont illégales et on a l'obligation de lui dire que s'il le fait lui-même, il prend des risques sur le plan pénal. Aujourd'hui, est-ce qu'on vit bien de ce métier ? C'est très variable. C'est un métier qui est une profession libérale. Donc j'aime à dire qu'on est des artisans. Certains se développent dans des réseaux de franchise, d'autres préfèrent garder leur indépendance. Et après, c'est un métier qui est vraiment lié à l'investissement aussi qu'on va y mettre. C'est-à-dire une grande partie de mon travail, ça va être du démarchage, d'avocats, d'huissiers, de notaires, pour créer un réseau de partenaires autour finalement du droit à la preuve. Et on vient tout juste de voir dans ce reportage une filature fictive. On a pu apercevoir le quotidien très encadré d'un détective privé, loin des clichés de cinéma. Pour décrypter le cadre juridique de ces pratiques, avec nous en plateau, maître Karine Boeuf-Etès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate au barreau de Nice et vous travaillez régulièrement avec des détectives privés. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous ? Alors souvent pour des moyens de preuve que nous n'avons pas forcément dans le dossier et pour essayer justement de voir si une procédure contentieuse après aura pour but et pour objectif d'aboutir ou si malheureusement avec l'absence de preuve on ne peut pas aller plus loin et saisir le tribunal. Donc c'est vrai que c'est souvent en amont d'une procédure et pas lorsque la procédure est déjà entamée que nous faisons appel aux détectives privés. Alors, on l'a vu, en France, ce métier est très réglementé. Quel est aujourd'hui son cadre juridique ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord la jurisprudence. Donc, c'est la Cour de cassation qui, par un arrêt de principe qui remonte, comme dirait ma fille, au siècle dernier, puisque ça remonte au 7 novembre 1962, la Cour de cassation a admis comme moyen de preuve et comme pièce de procédure les rapports de détectives privés. Mais la loi qui a vraiment réglementé et qui a vraiment régi la profession de détective privé remonte seulement au 18 mars 2003, c'est la loi de sécurité intérieure, qui effectivement a vraiment déterminé et défini de façon très précise le cadre juridique pour la profession de détective privé. Est-ce qu'on sait comment ça se passait avant cette loi-là, avant 2003 ? Alors avant 2003, c'était uniquement donc, des cas jurisprudentiels, donc c'est la Cour de cassation.
en avant les cours d'appel qui rejetaient ou acceptaient les moyens de preuve donc issus des rapports établis par les détectives privés. Mais de manière générale, même lorsque les cours d'appel rejetaient ces moyens de preuve, on allait en cour de cassation et la cour de cassation validait ces pièces de procédure pour justement valider un moyen de preuve qui était éventuellement important dans le cadre de l'affaire en question. On sait comment ça se passe en France. Est-ce que peut-être vous savez comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il y a une grosse différence en matière de détectives privés? Alors je sais qu'aux États-Unis, ils sont peut-être beaucoup plus libéraux que nous, puisque le cadre législatif n'est pas le même. Les anglo-saxons ont vraiment un droit différent du nôtre. Mais objectivement, je suis avocate en France et je ne connais pas forcément très bien la législation dans les autres pays. Alors justement, en droit français, qu'est-ce qui distingue une enquête légitime d'une atteinte à la vie privée? Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on a affaire à un détective privé, lorsqu'on fait appel à un détective privé, forcément, nous allons avoir une atteinte à la vie privée. La seule question est de savoir dans quelle proportion, dans quelle légalité, et tout est une question donc en fait de proportionnalité par rapport au but recherché. Donc une enquête légitime va se baser sur un cadre. Donc on l'a dit, qui maintenant est légiféré par la loi française, mais aussi par justement le professionnel que constitue le détective privé, puisque lui il a un code de déontologie, il sait ce qu'il a le droit de faire, il sait ce qu'il n'a pas le droit de faire, et donc en fonction donc, de ces éléments-là, on pourra effectivement avoir gain de cause. On l'a vu dans le reportage, le détective privé nous a donné quelques exemples. On a vu justement une filature dans l'espace public, par exemple. Est-ce que cette pratique est légale en toutes circonstances? Est-ce qu'il y a des limites aussi à ces filatures? Alors là encore, c'est une question de proportionnalité, c'est-à-dire que dans le cadre du divorce, puisque on l'a vu dans le reportage, effectivement, les filatures, dans le cadre des divorces pour faute, existent toujours, et c'est vraiment un petit peu le cas stéréotypé. Donc effectivement, les filatures sont tout à fait permises et autorisées dans le domaine public. En revanche, si une filature se fait 24 heures sur 24, pendant des journées, voire des mois, à l'insu de la personne, le juge va pouvoir considérer que cette filature était trop importante par rapport au but recherché, et effectivement va rejeter le moyen de preuve. Tout est une question de proportionnalité. Mais la filature dans les lieux publics est parfaitement autorisée et admise en procédure. Et pareil pour les photos et les vidéos de personnes qui sont filmées à leur insu, là aussi le même principe s'applique? Alors tout dépend de la matière dans laquelle vous exercez, puisqu'en droit pénal la preuve est libre, totalement libre, donc vous pouvez effectivement avoir accès à ce genre de photos et de vidéos. En revanche, en matière civile, tout va dépendre d'où viennent les photos. Ce qui est sûr, c'est que le détective privé ne pourra jamais prendre de photos à l'insu de la personne dans les lieux privés, purement privés, mais si effectivement la personne est dans un lieu public, on pourra parfaitement faire des photos et les produire dans le cadre d'une procédure civile, voire prud'homale, pour pouvoir justifier des moyens de preuve dont on a besoin. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les affaires jugées au civil et au pénal? Qu'est-ce qui différencie? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la preuve est libre dans le droit pénal, en droit pénal, donc effectivement, on va avoir un recours beaucoup plus large. En revanche, en matière civile, le juge va encore une fois se cantonner effectivement à voir si le rapport a bien respecté, bien sûr, les dispositions légales, mais surtout est proportionné par rapport au but qui était recherché. Alors le métier est très encadré, il y a cette ligne rouge en effet tout de même à ne pas franchir. Dans des cas très concrets comme en matière de divorce, on en a parlé, ou bien au prud'homme, que peut-on prouver légalement? Qu'est-ce qui est interdit de chercher? Où est la limite? Est-ce que vous avez des cas concrets justement que vous avez pu traiter vous-même? Alors effectivement, même si les clients parfois nous le demandent, on est obligé de leur dire non, malheureusement ça ne sera pas possible. On ne peut pas géolocaliser les personnes, quelles qu'elles soient. On ne peut pas pénétrer sans autorisation dans un lieu purement privé. On ne peut pas non plus faire, comme je vous l'ai dit, des prises de vue ou des vidéos dans des lieux privés. On ne peut pas fouiller non plus des téléphones d'une personne sans son consentement. Donc il y a plein de petites choses comme ça, effectivement, qui ne se font pas. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à un détective privé, puisque eux savent effectivement où sont leurs limites, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Vous avez déjà été confronté à ce genre de demande? Qu'est-ce qu'on a pu vous demander d'assez fou ou... Alors c'était pas fou, mais moi je sais qu'en matière prud'homale, puisque je fais beaucoup de droit du travail, il y a souvent des problèmes avec les salariés où l'employeur a des suspicions en disant j'ai un salarié qui est en accident du travail ou qui est en arrêt maladie et je le soupçonne soit de travailler à la concurrence, soit d'avoir monté
sa propre entreprise. Donc là, il m'est arrivé régulièrement d'avoir fait appel à un détective privé pour suivre le salarié en arrêt maladie ou en accident du travail pour vérifier effectivement si la suspicion de travailler ailleurs ou à la concurrence était fondée. Et effectivement, donc le détective privé suit cette personne dans les lieux publics, fait des filatures, nous fait un rapport, et il s'est avéré effectivement qu'avec des t-shirts à une enseigne concurrente, avec un véhicule d'une société concurrente, on a pu effectivement s'apercevoir qu'effectivement les suspicions étaient fondées. Et nous avons pu donc du coup négocier avec le salarié afin d'éviter encore une fois une procédure judiciaire lourde, coûteuse et longue, et trouver un accord entre les parties au vu justement des pièces et des preuves que nous avions pu recueillir via le rapport qui avait été fait par le détective privé. En termes de pourcentage, qui est-ce qui vous demande le plus souvent? Est-ce que ce sont des entreprises ou bien des personnes, des particuliers? Ce sont plus souvent des entreprises. Oui, tout à fait. Puisque, encore une fois, ma spécialité le veut, puisque je fais beaucoup de droit du travail et droit des affaires. Donc la majorité de mes clients sont des PME locales. Donc c'est vrai que la majorité des demandes qui me sont faites émanent de ces clients-là. Mais il m'est arrivé aussi d'avoir, via des connaissances, des procédures de divorce à faire et d'avoir donc des demandes par des particuliers. Mais dans la majorité des cas, c'est des entreprises. On a parlé de ces preuves obtenues de manière illégale. Qui engage sa responsabilité en cas de preuves obtenues justement de façon illégale? Le détective, le client, les deux parties? Alors, le détective en premier, il faut savoir qu'il doit souscrire une responsabilité professionnelle. Donc, il engage sa responsabilité si, malgré la loi, malgré son code de déontologie, il n'a pas respecté l'intégralité des mesures qui lui sont imposées de ce côté-là. Donc, le détective privé engage sa responsabilité, mais le client aussi peut se voir engager sa responsabilité dans la mesure où il a fait une demande qui était illégale et qui a été malgré tout validée et organisée. À quoi ils peuvent être condamnés? Est-ce que le détective privé ne pourra plus exercer suite à ce type d'incident? Comment ça se passe? Alors honnêtement, je n'ai pas les contraintes et les condamnations éventuelles du détective privé. La seule chose que je sais, c'est que la responsabilité est dans tous les cas engagée de ce point de vue-là. Alors, une dernière petite question. Comment un particulier, justement, qui souhaiterait faire appel à un détective privé, peut-il s'assurer qu'il fait appel à un détective sérieux et qui agit dans un cadre légal? Comment est-ce qu'on différencie ces deux cas de figure? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les détectives privés doivent avoir des agréments. Donc, le particulier doit vraiment s'assurer que le détective privé avec qui il a souscrit donc éventuellement un contrat, qu'il puisse lui justifier de ses agréments, puisqu'encore une fois, si les agréments ne sont pas validés, le détective est peut-être un détective lambda, mais qui ne respectera pas donc le code de déontologie et encore une fois les obligations légales qui sont les siennes. Donc vraiment bien s'assurer que le professionnel en question a vraiment tous les agréments nécessaires pour pouvoir faire sa filature en bonne et due forme. Eh bien, merci beaucoup. Merci Karine Boeuf-Etès pour cet échange. Merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dans l'Objectif. À très vite.